Merci de faire avec nous cette première table ronde qui s'intitule Big Data en 2021. Est-ce qu'on en parlera encore? Alors je vais vous présenter rapidement et puis après je vais vous laisser répondre un petit peu à cette interrogation et avoir un débat sur le rôle du Big Data dans vos sociétés, dans vos rôles aussi publics, administratifs et peut-être aussi dans votre rôle de citoyen. Reda Gomri, bonjour. Bonjour. Alors Jérémy. nous on se connaît depuis déjà quelques années parce que vous êtes présent à DataJob depuis de nombreuses années, vous étiez déjà avec nous sur scène l'année dernière et Reda, ça fait 10 ans que vous vivez dans le décisionnel, que vous travaillez la data, que vous connaissez la data et aujourd'hui vous êtes associé chez Deloitte en charge des sujets Big Data et Analytics. Tout à fait. Bonjour Jérémy, je suis ravi d'être là. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous félicite encore une fois pour la qualité de cet événement qui devient un incontournable, je pense, chaque année. Et on l'a vu avec un témoignage exceptionnel. Je pense que cette journée vraiment sera très intéressante et nous permettra de voir quelles sont les grandes tendances en matière de data. Et je suis ravi de pouvoir apporter l'éclairage et la contribution de Deloitte à cet événement. Merci beaucoup. Alors bonjour Laure. Bonjour. Vous aussi, vous avez 10 ans d'expérience dans le digital, vous êtes né dans le numérique, vous êtes né dans la data, vous avez vu tellement de choses avec des axes de conseil, avec des axes de représentation publique. Et aujourd'hui, vous êtes directrice d'Etalab. Etalab, c'est sous l'autorité du Premier ministre, la direction qui permet de faire en sorte de mettre en place l'ouverture des données, ce qu'on appelle l'open data, et la diffusion du savoir de la data science à travers différentes entités publiques, différents ministères. Absolument, vous avez tout dit. Donc, en effet, Etalab, c'est donc un service qui dépend du Premier ministre, qui travaille en fait à la réforme de l'État et à sa simplification, à la modernisation de l'action publique, à travers notamment sa transformation numérique. Et donc, avec deux leviers, en effet. Le premier, c'est l'ouverture, et notamment l'ouverture des données. Et le second, c'est l'amélioration de l'action publique, des politiques publiques, par la donnée, avec une meilleure circulation des données, une meilleure diffusion de la culture de la donnée et un meilleur usage aussi des données pour améliorer l'action publique, donc l'utiliser pour des politiques de santé, pour des politiques écologiques, de transition énergétique par exemple. Voilà, donc on est une équipe chez Etalab d'une quinzaine de personnes à peu près. Dont depuis un an vraiment une fonction dédiée donc à la data avec le rôle d'administrateur général des données, donc Henri Verdier qui a été nommé il y a un an, et la constitution d'une équipe de data scientists aussi dédiée, donc 5 data scientists voilà, qui travaillent dans l'équipe avec le reste de l'équipe et avec également l'ensemble des ministères avec lesquels on travaille. On va rentrer dans le détail un petit peu du rôle d'Etalab, mais tout de suite pour lever une incertitude, est-ce qu'on peut postuler à Etalab pour devenir data scientist et comment on fait ? Absolument. Alors, on peut tout à fait postuler à Etalab. Pour l'instant, l'administration fonctionne avec des plafonds d'emploi, donc on n'a pas tout à fait de postes disponibles dès maintenant, mais ça pourrait évoluer en 2016. Et surtout, en fait, les quelques data scientists de l'équipe travaillent aussi à développer une communauté d'autres data scientists dans les ministères qui sont également en interaction avec des data scientists à l'extérieur, dans l'écosystème de la data. Donc on essaye aussi de jouer le rôle de facilitateur et justement d'animer et de développer cette communauté. Donc même si on n'a pas encore tout à fait des opportunités directement chez Etalab, on a vraiment de plus en plus de demandes, notamment des ministères, pour développer ces fonctions-là. Donc vous pouvez tout à fait nous envoyer des CV et on est en train de s'organiser pour essayer de mettre en place un petit job board pour faciliter la circulation des offres. Donc en gros, on peut travailler pour Etalab, mais on peut aussi travailler pour l'État français autrement qu'en postulant à Etalab, en postulant dans différents ministères qui eux aussi recrutent des data scientists, puisque la data science, ça a été une des démonstrations du travail d'Etalab, ça a un impact sur la vie sociale, sur les politiques publiques. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples ? Alors effectivement, donc les besoins des ministères deviennent de plus en plus marqué. Enfin, on voit vraiment la culture évoluer de l'utilisation de la donnée dans, encore une fois, la mission, comme le disait Michael tout à l'heure, dans les missions de service public de chacun de ces ministères. Donc
Nous, on travaille en interministériel avec les différentes administrations. Et donc, pour vous donner quelques exemples de projets sur lesquels on a travaillé depuis 1 an, donc on a fait, par exemple, on a travaillé sur la politique d'achat et notamment d'achat d'électricité, puisqu'il y avait le passage de... Donc l'État, au lieu d'être abonné à l'électricité, devenait acheteur. Donc il y avait une opportunité pour changer un petit peu la politique d'achat. Donc une partie de l'équipe a travaillé avec le ministère pour récupérer les données d'achat et de consommation énergétique dans différents bâtiments, et on a travaillé à faire des outils d'aide à la décision pour les futurs acheteurs pour mieux négocier les achats d'électricité. Donc c'est l'exemple d'utilisation de la data pour conduire potentiellement à des économies pour l'État. Et puis peut-être un deuxième exemple, c'est aussi, on travaille alors sur un tout autre sujet, sur la prévention du vol de voitures dans un département français avec les services de sécurité. Et donc là, on a pris des données, une série de données sur les vols de voitures qu'on a coupé en deux. On est en train d'éduquer un modèle et de voir comment déduire des stratégies de prévention en croisant plein de sources de données disponibles. On voit que ça touche à plein de choses. Est-ce qu'on a des métriques de succès? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'impact que ça a en termes d'économie sur les finances publiques ou pour le consommateur, ou en termes de réduction de risques de vol parmi ces deux sujets qu'on vient d'aborder? Alors en effet, la question des métriques est intéressante. Ce qui compte, c'est le résultat. Donc c'est en effet une politique publique qui a pu être améliorée parce qu'elle était mieux ciblée, plus efficace, moins coûteuse, et que surtout son objectif de départ était mieux atteint. Donc voilà, là, typiquement sur le vol de voiture, on a commencé tout juste à travailler. Et donc on éduque le modèle et il devient de plus en plus performant, on rajoute des variables. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est en effet, et ça c'est un point sur lequel j'insiste vraiment, c'est aussi de toute la technologie, l'efficacité, la qualité des modèles doivent vraiment être derrière, ancrés dans une réalité et dans un terrain, puisque encore une fois c'est la mission qui compte. Donc ce qui est vraiment important, c'est aussi de ne pas oublier le dernier kilomètre et de vraiment réfléchir, au-delà de la fiabilité et de la prédiction du modèle, à se dire comment derrière on va ancrer ça dans la réalité des patrouilles de police qui passent à certains endroits. Et donc le data to action, vraiment faire en sorte d'utiliser la donnée pour avoir un résultat est vraiment important. Et ce point-là, enfin, les data scientists de l'équipe vont vraiment aussi au contact des utilisateurs métiers ou du terrain pour changer des comportements et avoir vraiment une emprise sur la réalité. Alors, on voit que quand on fait de la data science pour Etalab, on touche vraiment à des sujets extrêmement larges. J'imagine que c'est valable pour l'action publique, c'est aussi valable dans le monde du conseil. Reda, quand on devient data scientist aujourd'hui chez Deloitte, on peut faire quoi comme type de métier ? Alors, ça touche effectivement à l'ensemble des domaines métiers fonctionnels. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce mouvement d'analyse des données, de valorisation des données, touche absolument tous les secteurs d'activité, toutes les fonctions. Je vais vous donner quelques exemples pour effectivement concrétiser. Par exemple, on travaille beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui est ce qu'on appelle l'asset management. Vous savez, vous avez des industries, on a évoqué l'énergie par exemple, les acteurs de l'énergie qui investissent assez massivement dans le réseau, les infrastructures réseau, donc ils gèrent ce qu'on appelle des assets. L'une des applications importantes du big data concerne la capture, l'analyse des données en temps réel pour pouvoir évaluer le fonctionnement de ces assets, c'est-à-dire concrètement évaluer le fonctionnement d'un réseau, identifier les pannes, anticiper éventuellement, prévoir ces pannes, ce qui a une incidence importante derrière d'un point de vue de l'économie et des coûts occasionnés dans la maintenance notamment de ce matériel, et qui permet aussi d'améliorer le service. Accessoirement, ça permet de veiller à la conformité en matière de développement durable. Donc on voit bien effectivement à travers ce use case qui correspond à une réalité de projet mené par Deloitte, l'intérêt de la démarche Big Data. Les cas sont très nombreux. On a évoqué dans l'intervention effectivement de Michael Selabi, j'ai retenu effectivement que nous étions une part du graphe. J'ai bien aimé cette forme de présentation. Effectivement, tout le monde aujourd'hui constate qu'il y a une interaction de plus en plus entre les consommateurs, une interaction entre l'entreprise et ses consommateurs. Donc de nouveaux modèles se mettent en place
pour comprendre, identifier, caractériser les comportements de consommation, à la fois donc à travers les réseaux sociaux, à travers les différents canaux digitaux. Et là, l'enjeu pour les entreprises, c'est vraiment de cerner le plus possible leurs clients, de les comprendre, de comprendre leur comportement de consommation et d'arriver à leur proposer des offres pratiquement sur mesure. C'est ce qu'on observe aujourd'hui dans le domaine des assurances, par exemple, où de nombreux projets se mettent en place sur ces sujets. Donc il y a ces aspects modèle, analyse, mais je voudrais également ajouter un élément qui me semble très important et qui va peut-être décentrer un peu aussi le débat, c'est l'organisation autour de la data, la gouvernance qui constitue aujourd'hui des sujets extrêmement importants pour les organisations, pour les entreprises, c'est-à-dire comment gouverner cette donnée au sein de l'entreprise, quels sont les rôles à mettre en place, quelles sont les responsabilités, quelles sont les règles d'or d'utilisation de la donnée, comment la protéger. On voit bien qu'il y a aussi un cadre juridique réglementaire qui évolue, qui n'est pas totalement établi complètement aujourd'hui, au sens où on va en parler, il y a encore des dispositions, une réglementation à venir. Donc tout cela, ce sont des questions effectivement qui sont primordiales pour les entreprises, qui se posent au plus haut niveau, parce qu'elles doivent repenser complètement la manière dont elles vont gérer désormais ce patrimoine de données. Et donc à côté effectivement des mathématiques, statistiques, des algorithmes, du machine learning, de la technologie, se posent des questions vraiment de fond liées à la transformation impulsée par la data au sein des entreprises et la manière de contrôler et d'aborder cette transformation. Et c'est vraiment sur ces sujets qu'on est très sollicité également par des organisations, à la fois celles qui sont soumises à des contraintes réglementaires, on va dire des contraintes ou en tout cas un cadre réglementaire, c'est pas réellement une contrainte. Je pense notamment aux banques, aux compagnies d'assurance, avec des dispositions qui visent à gouverner les données dans des contextes de mesure, d'évaluation des risques. Donc, une des dispositions, c'est la disposition bâloise BCBS 239, donc, qui aujourd'hui établit un cadre pour les organisations bancaires et les incite à mettre en place une gouvernance des données pour au mieux tracer et décrire leur maîtrise des données dans des contextes de production des indicateurs de risque. Donc on voit bien qu'à côté du cadre réglementaire, il y a aussi un certain nombre de questions qui se posent sur comment gérer ce patrimoine de données qui se développe à toute vitesse, puisqu'on met en place des canaux digitaux, puisqu'il y a de plus en plus d'interactions et de plus en plus de données utiles à l'entreprise, mais qui se trouvent à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, c'est une nouvelle donne avec laquelle il va falloir composer. Donc des questions vraiment très importantes qui viennent compléter finalement toutes les questions qu'on a sur le meilleur modèle mathématique, le meilleur algorithme, les meilleures technologies, qui sont, de mon point de vue, plutôt des phénomènes, des épiphénomènes par rapport à l'ampleur des questions organisationnelles et stratégiques autour de la data. Alors, on va lever tout de suite aussi une question très basique. Comment on fait pour appliquer, pour candidater en tant que data scientist chez Deloitte ? Alors, il y a différents moyens, évidemment. Nous avons un site web qui permet de postuler directement, d'envoyer sa candidature. Il est possible également d'utiliser ce type d'événement et ces forums pour effectivement envoyer sa candidature. Donc, nous recrutons assez régulièrement et c'est un enjeu fort pour nous. On a des chiffres, des ordres de grandeur. L'équipe data science de Deloitte, c'est combien de personnes ? Pour vous donner un chiffre, mais qui est très important, la communauté data, on parle de data analytics de Deloitte au niveau mondial, c'est près de 10 000 personnes. Et ça vous donne un peu la taille de cette communauté avec une croissance qui est très importante. Évidemment, les jobs ouverts sont à la fois en France et à l'international. Nous sommes une firme très orientée internationale, développement de projets et de programmes à l'international. Donc il est possible de nous rejoindre et de poursuivre sa carrière, de la déployer complètement sur ces thématiques en France et à l'international auprès de grands groupes. Donc nous recrutons assez régulièrement. Cette année, nous avons des objectifs assez significatifs. Je ne vais pas vous donner un chiffre, je vois bien, Jérémy, que vous êtes intéressé. Après, je vais poser une autre question, c'est le chiffre du salaire. Est-ce que vous pouvez communiquer dessus ou pas ? Je ne peux pas communiquer avec précision, parce que, si vous voulez, ce n'est pas pour éviter la question, mais le salaire va dépendre d'un ensemble de paramètres, évidemment, notamment le cursus du candidat, le niveau d'expérience, même les premières expériences vont compter, vont être très importantes pour nous. La qualité des stages réalisés
peuvent être des éléments aussi différenciants. Donc c'est l'appréciation globale de ces éléments qui vont nous permettre derrière de proposer un salaire, l'appréciation plus globalement, je dirais aussi du candidat, de la candidature. Donc il y a des fourchettes aujourd'hui. On sait bien que sur les débutants, en tout cas on est sur des fourchettes variables qui sont généralement inférieures à 45 000 euros pour vous donner un salaire, un ordre de grandeur. Qu'elles sont supérieures à 44 000 euros. Voilà, donc c'est un ordre de grandeur. Après, évidemment, je sais qu'il y a aussi une forme parfois de spéculation sur les salaires concernant ce type de profil, concernant les data scientists. Nous ne sommes pas dans cette course au salaire. Nous souhaitons vraiment effectivement miser davantage sur la construction et le développement carrière des candidats, avec un accompagnement qui se veut à la fois sur des sujets de data en tant que tel, de modélisation, mais également sur les volets métiers, comme je l'indiquais, qui sont pour nous très importants. Oui, parce que Deloitte, en fait, c'est une très grande famille, c'est une très grande société. On rentre par la data science, mais on peut évoluer en termes de carrière vers plein d'autres sujets. Je rappelle juste que vous êtes dans l'espace exhibition et que les candidats, les gens qui nous écoutent en ce moment, peuvent aller se présenter et candidater directement aujourd'hui. Voilà, et je serai moi-même présent toute la matinée. Je serai ravi aussi d'accueillir les candidats. Donc nous sommes aussi mobilisés à travers cet événement pour répondre le plus possible à la demande des candidats, pour les informer et pour mettre en avant aussi la qualité du parcours qui peut être imaginé chez Deloitte. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais poser la question de manière simple. En 2021, est-ce qu'on parlera encore de Big Data ? Alors, je pense que dans le terme Big Data, si on s'intéresse uniquement au terme Big Data, on peut se dire que c'est un terme qui est à la fois peut-être un peu pompeux, parfois obscur, voire lassant. Le big du Big Data est assez intimidant. Donc pour ma part, j'ai tendance à penser que le terme en tant que tel, Big Data, tend à disparaître. C'est-à-dire qu'on parle de manière plus simple de data. Tout simplement, en fait, c'est qu'elle soit big, small, smart. Donc l'enjeu pour les organisations, c'est vraiment d'utiliser la data, de mieux la valoriser, de la transformer, mais aussi de développer de nouveaux services basés sur la data. Donc pour répondre à votre question, je pense que le terme en tant que tel ne sera de moins en moins utilisé, big data. En revanche, la data est le fond, c'est-à-dire ce que les entreprises vont devoir réaliser pour considérer cette manne de données, les actions qui vont devoir être mises en place pour la valoriser, tout cela va perdurer évidemment. Nous sommes sur une trame de fond qui me semble croissante, parce qu'on en reparlera certainement. Vous avez aujourd'hui le déploiement actif des objets connectés, de la connectivité, du digital, qui sont de formidables inducteurs pour le Big Data. C'est ça le Big Data dans 5 ans? Ça va être essentiellement des objets connectés, de l'analyse sur la base des données collectées par ces objets connectés? Je pense que ça va être une part très importante, très croissante. On l'observe très concrètement aujourd'hui dans les organisations, chez nos clients en France. Où est-ce qu'il y a des objets connectés aujourd'hui? De plus en plus partout, je dirais. Sur nous, nous avons tous des téléphones portables, donc tout le monde dans la salle a au moins un objet connecté. Après, vous avez des industriels qui fabriquent des équipements énergétiques, électriques, qui là aussi introduisent la connectivité. J'ai parlé aussi des acteurs du monde de l'énergie qui sont en train de déployer des programmes entiers pour nous équiper de compteurs intelligents dans nos foyers. Donc la connectivité, c'est aussi les différents accessoires qu'on peut porter, donc des montres, des lunettes et bien d'autres objets. Les véhicules connectés constituent aujourd'hui un enjeu majeur pour les industriels. Ils ont tous aujourd'hui, on a remis il y a un mois donc les trophées de la voiture connectée. Donc on voit bien que tous les industriels de l'automobile se penchent très sérieusement sur ce sujet en innovant, en créant de nouveaux services. Vous avez par exemple, c'était assez anecdotique, un des acteurs de l'automobile qui m'expliquait qu'ils avaient mis sur un véhicule des capteurs caméras qui permettaient en temps réel d'évaluer et d'analyser l'état de la route et donc de commander ensuite tout un tas de dispositifs, les suspensions, le freinage et tout un tas de dispositifs dans le véhicule en fonction de l'analyse temps réel de l'état de la route. Donc on voit bien que c'est sans limite, c'est en train de s'accélérer à grande vitesse et je pense effectivement que le débat sera sans doute dominé par la connectivité, les objets connectés.
Donc demain, alors non, c'est pas demain, ça va arriver extrêmement vite. Le mot big data va disparaître au fur et à mesure pour faire apparaître un autre mot qui sera les objets connectés, Internet of Things. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Laure? Est-ce que vous avez le sentiment que, de manière générale, il y a une attente particulière sur comment notre société va évoluer avec la réalité d'objets connectés, aussi d'objets connectés qui vont appartenir aux villes, qui vont appartenir aussi à la politique publique, peut-être aussi à la sécurité. En quoi ça peut nous transformer, en quoi ça peut transformer notre société? Alors le potentiel de transformation, je pense qu'il est énorme. Je suis assez d'accord que sur Big Data, c'est une moving target, quoi. Ce qui était considéré comme big il y a quelques années, parce que ça atteignait certaines limites, ne l'est plus aujourd'hui. Et donc c'est une évolution effectivement permanente. Je rebondis aussi sur le fait qu'en effet, il n'y a pas forcément besoin d'énormes quantités de données pour justement changer encore une fois une politique publique ou obtenir des résultats. On peut très bien trouver des impacts sur des plus petites quantités de données à partir même de l'open data, c'est-à-dire les données qui existent déjà dans une organisation, donc en l'occurrence l'État, mais également c'est vrai aussi pour les données des entreprises. Et déjà cette quantité de données qui est ouverte permet de faire déjà beaucoup de choses avec la donnée, par exemple, les prix des carburants, l'évolution des prix des carburants, c'est une série de données qui est mise à jour. Alors, elle n'est pas disponible en temps réel, mais à moins 7 jours. Et en regardant justement l'évolution de ces prix des carburants dans toutes les stations-service, on peut en déduire beaucoup de choses sur l'évolution du prix de l'essence, la façon dont les stratégies des stations-service sont établis, donc comment on peut, encore une fois, améliorer des politiques publiques. Pardon. On a le sentiment que de manière générale, c'est un truc qui est très, très commun. Le big data, ça nous a fait rappeler qu'en fait, il y avait juste des data. Donc déjà, on pouvait faire plein de choses, de l'analytics. Mais comment on ressent dans cette transformation demain? Est-ce que ça va être plus de données qu'on va cruncher, ou c'est pour une donnée finalement équivalente, on va faire plus d'actions et plus d'analytiques? Je pense que l'important, c'est vraiment cette culture de la donnée, d'avoir recours à la donnée. Et donc, indépendamment de toutes les évolutions technologiques, méthodologiques très pointues qu'on verra, ce que j'espère, c'est qu'en effet, cette culture de savoir utiliser la donnée sera, donc le travail des data scientists, en effet, sera de plus en plus répandu. Et donc, un data scientist, c'est effectivement un statisticien avec d'excellentes compétences en mathématiques. C'est aussi quelqu'un qui sait coder, et ça c'est très important, on le voit aussi nous dans l'équipe au quotidien, et encore une fois avec tous les interlocuteurs dans les ministères avec lesquels on travaille. Et puis c'est aussi cette sensibilité à l'exploration, l'investigation, la capacité il y a un mélange de débrouillardise, de curiosité, d'intuition qui fait qu'on va pouvoir aller chercher des signaux faibles, imaginer l'impact d'un prédicteur. On a le droit d'être curieux dans l'administration publique? On peut Tout fouiner, à fait, on mais peut absolument. faire un petit peu ce qu'on veut? Alors, cette question de fouiner, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Il y a en effet la question des data science et de l'analytics appliquée aux politiques publiques, et la question de la gouvernance de la donnée qui est en effet essentielle dans l'État comme dans toute autre organisation. Donc chez Etalab, au-delà de la partie vraiment analytique, on travaille aussi à cette question de la gouvernance de la donnée, c'est-à-dire quelles sont les données, quelles sont les possibilité d'accès aux données. Donc, encore une fois, il y a l'open data, ce qui est utilisable, réutilisable par tous, ouvert à tout le monde sans restriction. Il y a aussi la question d'accès limité à certaines données, mais déjà faire en sorte qu'entre administrations qui sont elles-mêmes autorisées à aller utiliser une donnée, que cette information circule, et c'est pas le cas dans encore beaucoup de cas. Donc vraiment la question de qui a accès à quoi et comment on facilite la circulation de la donnée et on fait en sorte que les bonnes décisions soient prises en utilisant ces données, c'est aussi une question très importante. Alors ça, c'est ce qui va se passer dans 5 ans, c'est ce qu'on souhaite, mais sur ce chemin qui va nous rejoindre jusqu'en 2021, comment vous le sentez? Quels sont les freins qu'on va ressentir? Quels sont les blocages? Où est-ce qu'on va sentir que véritablement il y a une difficulté? Sur quoi on est censé se concentrer pour être capable de s'acheminer vers ce monde où en fait on consomme de la donnée, on analyse de la donnée et on actionne de la donnée, que ce soit pour l'économie ou que ce soit pour les politiques publiques? Alors,
Ce ne sont pas réellement des freins, mais j'ai plus envie de dire que ce sont des points à considérer qui peuvent influencer sur la trajectoire des entreprises. Je pense que l'un des points majeurs concerne le système d'information. Évidemment, on parle de données, mais ces données sont quelque part dans les entreprises, dans les organisations. Elles sont dans des systèmes, elles sont souvent dans des systèmes qui sont parfois assez complexes, assez hétérogènes, des systèmes qui se sont construits sur plusieurs années en silo. Donc vous avez un challenge qui est quand même très important et qui est lié à l'existant en termes de systèmes d'information dans les organisations où il y a un véritable travail de rénovation, d'évolution des architectures, des systèmes d'information dans pas mal d'entreprises, d'organisations. Donc ça, c'est un axe fort qui va permettre derrière effectivement de soutenir cette culture de la data et ces analyses de la donnée qui sont précieuses pour les organisations. Donc ça, c'est un premier challenge. Vous avez un deuxième challenge qui est plutôt du côté du réglementaire, qui est très important, comme je le disais. Dans bien des cas, on va évoquer aujourd'hui, on manipule de la donnée qui peut être de la donnée personnelle, sur des clients, des fournisseurs, des employés. Donc cette donnée est extrêmement importante et il faut veiller à l'utiliser dans un cadre complètement conforme et légal, sachant que ce cadre est en train aujourd'hui de s'affiner au niveau européen. Donc ça, il va falloir intégrer cette dimension. Intégrer aussi la dimension de la communication avec le consommateur pour l'informer de la détention de ses données personnelles, intégrer aussi la mise en place de politiques, de chartes qui vont permettre de clarifier à la fois l'usage lié aux données, mais aussi la politique de sécurité menée autour des données. Donc ce ne sont pas réellement des freins, j'ai presque envie de dire que ce sont des étapes. Il n'y a pas un frein psychologique quand même, parce qu'au-delà de ce cadre réglementaire et qui est nécessaire et sur lequel on s'interroge beaucoup aujourd'hui et les speakers viennent en parler régulièrement, il n'y a pas tout simplement un frein, il n'y a pas des gens qui disent la data c'est dangereux, je m'interdis de l'étudier, je m'interdis de la posséder, parce que ça peut aller trop loin en termes de réputation, en termes de cassure dans la relation client. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation de fausse promesse parce que finalement on ne va pas oser sauter le pas? Alors, vous avez effectivement de nombreuses organisations qui se posent la question à la fois de la valeur de ces données aujourd'hui. Donc c'est une vraie question posée. Vous avez des banques, des opérateurs télécoms et bien d'autres qui se disent quelle est finalement la valeur de mon patrimoine de données au sens de l'utilisation, de l'usage, de la monétisation, du partage avec d'autres. Et vous avez juste à côté de cette question quel risque je suis capable de prendre ou en tout cas quelle démarche je peux adopter tout en respectant complètement mon client, le consommateur, la réglementation et une certaine éthique. Donc vous avez quand même une sensibilité très forte des organisations en France pour l'usage, la valorisation des données, j'ai presque envie de dire, dans un cadre européen et avec une vision un petit peu différente, finalement avec une vision qui est spécifique à l'Europe et spécifique à la France en matière de développement des services liés à la donnée. Vous avez vraiment effectivement une prise de conscience des dirigeants. Ce n'est pas un frein en tant que tel, c'est simplement une sensibilité forte des dirigeants qui se disent on veut bien utiliser les données parce qu'on peut créer des services utiles pour le citoyen, pour le consommateur. Par contre, nous voulons le faire dans un cadre réglementaire, nous voulons le faire en respectant le citoyen, l'usager, le consommateur. Est-ce que le risque principal, c'est pas de rater notre chance? Est-ce qu'à force de se poser des questions, à vérifier le cadre légal, à se poser des questions éthiques, on va pas passer à côté d'une révolution? Est-ce qu'on va pas avoir des champions français potentiels, des startups, des grandes entreprises qui, parce qu'elles vont se poser les questions-là, vont se faire doubler par des startups étrangères, californiennes, avec des moyens financiers qui sont très importants et qui, elles, ne vont pas se poser ces questions éthiques parce qu'elles vont avancer jusqu'à ce qu'elles tombent sur un mur et puis si elles n'ont pas de mur, elles auront gagné. Est-ce que c'est pas ça notre principal frein? Ce n'est pas un frein. Il y a toujours ce type de menaces de sociétés ici et là, aux États-Unis par exemple, qui vont accélérer, qui vont peut-être potentiellement avoir un peu moins de barrières. Je pense que si on arrive en Europe à développer une vision
qui nous est vraiment spécifique lié à la donnée, si on arrive à poser un cadre, si les organisations publiques se mettent en mouvement avec le privé pour instruire ce cadre de partage et de valorisation des données, au contraire, nous allons créer les conditions d'une accélération, parce qu'en fait, encore une fois, il ne s'agit pas de copier des services qui seraient développés ici et là, mais de fabriquer aussi nos propres services pour nos consommateurs, pour nos citoyens, des services qui vont être adaptés et des services qui ne vont pas, quelque part, entraver leur vie privée, qui ne vont pas porter atteinte à leur vie privée. Et ça, ce sont des éléments importants, parce que ce qui est extrêmement important de signaler, c'est que le consommateur, chacun d'entre nous, nous avons de plus en plus aussi conscience que nos données personnelles sont importantes et nous ne voulons pas voir échapper ces données un peu partout ou être utilisées n'importe comment. Et donc il y a aussi une forme d'exigence du consommateur et donc aussi de chacun d'entre nous qui rend possible aujourd'hui la valorisation des données de manière éthique. On voit finalement que la data, elle est aussi génératrice et créatrice, et elle peut donner des idées de nouveaux business models, que ce soit pour des entreprises existantes ou des entreprises à venir. Laure, pour vous, côté administration publique, point de vue d'Etalab, c'est quoi les freins? Comment on voit si on va être capable d'y arriver ou pas à cette promesse du big data? Alors les freins restent avant tout d'ordre, je pense, culturel. Enfin, c'est plutôt développer, là, encore une fois, partout dans l'administration, y compris jusqu'au plus haut niveau de décideurs publics. Nos décideurs compris, ils comprennent ce que c'est le big data, les gouvernements, les ministres, les députés. Le mot big data, ça ne veut pas juste dire c'est une nouvelle technologie, ou ils sont capables de se dire que la donnée d'une monde connecté, c'est potentiellement de la donnée de santé, c'est potentiellement de la donnée d'assurance, c'est potentiellement de la donnée qui va être réutilisée par des sociétés sur lesquelles on n'a pas donné explicitement notre accord pour qu'il y ait un effort marketing. Comment vous le ressentez ? Je pense que Big Data, maintenant, ça a fait un peu son chemin. Donc, c'est presque ce qu'on dit maintenant pour se faire comprendre aisément. Si on commence à parler de machine learning, ce sera peut-être un peu plus compliqué, et de deep learning encore plus. Mais bon, vraiment, la sensibilité se développe, on le voit. On le voit pour rebondir aussi donc, sur le cadre légal et réglementaire. Donc, à la fois, il y a l'action des différents ministères qui commencent de plus en plus à recruter des data scientists, à penser leur action et leur politique, les politiques publiques qu'ils mettent en œuvre avec la donnée. Dans le domaine réglementaire et légal, là aussi le cadre va, enfin, comme le disait Gilles tout à l'heure, effectivement, on ne sait pas, on est à la frontière de l'innovation, donc on ne peut pas dire précisément comment ça va évoluer. Néanmoins, de façon générale, on essaie de trouver un cadre général qui, à la fois, protège les libertés individuelles et en même temps facilite l'accès et la circulation de la donnée. Donc on a effectivement la CNIL, et je sais qu'Édouard Geffray sera là tout à l'heure aussi, donc il en parlera mieux que moi, qui réfléchit, que parallèlement dans le projet de loi qui est porté notamment par Axel Lemaire, le projet de loi numérique, il y a quand même des dispositions pour aller plus loin sur la création d'un service public de la donnée, la notion de données de référence qui doivent être mises à disposition avec un certain niveau de qualité pour fournir des infrastructures de données sur lesquelles, qui créent des externalités dans la société et dans l'économie. Par exemple, les données géographiques qui sont en fait un fondement sur lequel des entreprises, mais aussi le SAMU doit bâtir son action. Donc le cadre évolue dans les réflexions aussi que mène Emmanuel Macron sur les nouvelles opportunités économiques. La question de la donnée est vraiment de plus en plus présente, et on réfléchit aussi à des zones d'expérimentation nouvelles sur ces données. Donc on le voit dans le domaine de la santé, il y a eu la loi santé qui posait la question des données de santé. Il y a eu des dispositions particulières toujours dans la première loi Macron sur les données de transport. Donc de plus en plus quand même les politiques, les décideurs publics, le législateur devient sensible à cette question. Comment fait aujourd'hui le pouvoir, l'exécutif, pour être capable de pousser cette nouvelle industrie en France ? On sait qu'il y a la BPI qui est un peu l'arme financière ici en France. On sait aussi qu'il y a une communauté de start-up. Il y en a beaucoup qui sont nombreuses ici. Il y en a énormément qui sont regroupés sous la French Tech. Comment ça s'exprime exactement ? Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour qu'en 2021, la France soit un champion du big data international ?
Alors, il y a effectivement différents leviers d'action qui sont mis en place par le gouvernement. Et d'ailleurs, je ne les connais certainement pas tous, mais il y a des plans sur les nouvelles filières industrielles. Il y en avait un qui était dédié au Big Data, comme vous le dites. Il y a aussi donc toutes les actions de la BPI, les programmes d'investissement d'avenir qui permettent de financer l'innovation et notamment autour des données. Il est en effet très important, le rôle des startups est essentiel. Il est important maintenant que l'industrie et l'écosystème se structurent et qu'en effet on encourage ces startups qui sont le lieu où vraiment se concentre l'innovation, la prise de risque, l'exploration encore une fois de méthodes nouvelles. Donc il est important que cet écosystème-là soit dynamique. Alors pour donner juste l'exemple d'Etalab, voilà, nous il y a des choses, encore une fois on est une petite équipe, mais on travaille avec des ministères qui eux-mêmes en fait peuvent faire aussi appel comme relais à des compétences extérieures, donc pour en fait les accompagner dans les questions liées à la donnée et leur action. Donc voilà, le rôle des startups est essentiel et le gouvernement et l'action publique en a bien conscience. Reda, alors merci beaucoup. J'ai vraiment le sentiment que le futur est au bout des doigts, que le Big Data fait partie de ce futur et ça a fait un plaisir énorme de vous avoir aujourd'hui à DataJob et d'avoir pu partager qu'est-ce que sera le Big Data demain et quels sont les freins pour être capable aujourd'hui que la France soit un champion du Big Data. Merci beaucoup. Merci. Juste un dernier mot, du coup, je vous invite à voir donc le site et le blog d'Etalab, etalab.gouv.fr, et on a aussi un blog dédié à l'administrateur général des données qui est agd.data.gouv.fr, sur lequel il y aura aussi les offres, les offres d'emploi qu'on pourra faire circuler. Merci beaucoup. Toutes les informations seront disponibles sur DataJob. Merci.